Bonjour à vous. Est-ce qu'on se dirige vers des citoyens de première et de deuxième zone, les uns avec un passeport pour vivre et les autres avec rien, et des difficultés à socialiser, à travailler, à aller à la culture, à voyager, tout simplement? C'est la question qu'on peut se poser à travers les différents projets de loi, dont celui du 21 décembre par Jean Castex, qui est l'aboutissement évidemment de tout un tas de mesures, de tout un tas, on va dire, d'enseignements qu'on aurait pu ou dû tirer, et puis aussi d'une cohorte médiatique et éditoriale qui fait son chemin, notamment avec Christophe Barbier, ancien de l'Express, qui est favorable à ce genre de comportement. Et donc, avant d'aborder ce sujet-là, dans la deuxième partie de la vidéo, il serait intéressant de voir qu'il y a déjà une scission, qu'il y a deux mondes, en fait, qu'il y a deux vies en parallèle qui sont en train d'être menées, et puis qu'il y a deux groupes de citoyens qui existent déjà, et puis que cette mesure d'un passeport vert, d'un passeport VERT vert, mais aussi un passeport VERS, vers la liberté, quelque part, enfin une pseudo-liberté, puisque dans un régime qui ne dit pas son nom, mais qui devrait s'appeler du totalitarisme, et du sectarisme, et aussi une forme d'apartheid, si ce n'est un apartheid, je donnerai la définition d'apartheid, même si ça peut choquer, eh bien ça y ressemble, et si ça ne choque pas, c'est parce qu'il y a eu une progressivité ces derniers mois, dans les annonces, dans les chocs qui ont existé. Alors, la première chose sur laquelle je reviens, c'est que la société est véritablement en train de se scinder en deux. Il y avait déjà eu des fêlures, des lésions très profondes, mais là, ça semble irréversible. Alors, avant de parler de ce premier projet de loi, parce qu'il va être représenté, comme nous l'a dit Olivier Véran, eh bien, on va observer déjà ces fractures qui existent dans le réel. Alors, la première, j'ai lu ça hier dans les Échos. La différence entre l'économie, ce qu'on appelle l'économie, puis l'économie réelle. Alors, j'ai lu dans les Échos, je vous mettrai tous les liens en description des sources de ce que je vous dis. Donc la Bourse de Paris, en novembre, a clôturé à plus 20%, et c'est un record historique depuis 1988. Donc, je répète, le CAC 40 a connu sa meilleure performance mensuelle. Toutes les sociétés du CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises, ont terminé le mois dans le vert, et le record a été battu depuis 1988. Alors évidemment, ça c'est un monde, c'est une réalité, et de l'autre côté, l'économie réelle, c'est ce qu'on appelle, elle est en train de s'effondrer. Il y a des fermetures, il y a des dépôts de bilan, il y a de plus en plus de chômeurs, il y a des pans entiers d'économie en berne, la restauration, la culture, certains pans de la livraison, enfin voilà, et donc d'un autre côté, record historique. Donc ça, c'est deux mondes. C'est deux mondes qui ne cohabitent plus, deux mondes qui n'ont plus rien à voir, et qui s'appellent pourtant économie. Donc ça, c'est une première fracture. Dans cette fracture, on voit aussi qu'il y a une augmentation des milliardaires cette année en France. Or, on vient de passer la barre historique des 10 millions de pauvres dans notre pays. Et la Banque alimentaire et les Restos du Cœur explosent quant aux besoins qu'elles ont et dont elles n'arrivent pas à répondre. On a même vu, petit aparté pour un autre pays, que l'UNICEF commence à travailler auprès des enfants au Royaume-Uni. Donc pendant ce temps-là, augmentation des milliardaires et bénéfices, dividendes, donc deux choses qui se mélangent plus et qui n'ont pas de sens quand on cherche à les comprendre. Même chose, encore une fois, sur une forme de séparatisme. Le 16 décembre, il y a eu un projet de loi qui a été voté sur les finances pour officialiser que les agents de Pôle emploi puissent avoir accès auprès des organismes de crédit et des opérateurs téléphoniques des usagers en cas d'éventuelle fraude, voire de suspicion de fraude. C'est-à-dire que la priorité du gouvernement en matière de fraude, c'est de donner des prérogatives aux employés de Pôle emploi pour investiguer les organismes de crédit et les opérateurs téléphoniques de ces usagers. En revanche, rien dans ce projet de loi pour la fraude, rien pour la fraude et l'évasion fiscale. Je rappelle que plusieurs membres du gouvernement, des différents gouvernements successifs depuis les 3 dernières années, ont eu des mises en examen, ont été démissionnés pour des raisons de fraude fiscale. Et donc là, encore une fois, il y a la fraude autorisée et la fraude sur laquelle il faut investiguer et on va dire empiéter au niveau des libertés et de certains secrets, notamment du secret bancaire. On a aussi un monde où se côtoie un climat de guerre,
de confinement, d'hypersurveillance, de contrôle, de couvre-feu, de délation, on peut le dire aussi, d'incitation à la dénonciation, on va dire quelque chose qui est de l'ordre d'un climat guerrier. D'ailleurs, c'est la terminologie qui avait été employée dès le début de cette crise, dès le mois de mars. Nous sommes en guerre, le fameux « nous sommes en guerre » répété 7 fois. Et donc, dans un climat aussi guerrier, on va dire, où tout le monde est terrorisé, où il y a des dépressions en pagaille, eh bien, lorsqu'on objective les chiffres de l'INSEE, à la même période que l'année dernière, donc en 2019, jusqu'au mois de novembre, eh bien, il y a 4000 morts en moins que 2019. Donc 2020 a fait en France 4000 morts en moins que l'année dernière. Alors on pourrait trouver plein de causes, d'accord. On ne va pas décortiquer, ah oui, mais il y a ça, d'accord. Ok, mais si on est dans un climat de guerre, de couvre-feu, de confinement, d'interdiction, de drones qui survolent, de dénonciation, de délation, on devrait avoir au moins les 400 000 morts promis pour ce deuxième confinement. Or, il n'en est rien. Donc, encore une fois, ce sont deux réalités. La réalité des mots, la réalité des impositions, des faits, d'emprise, des décrets, des lois, et de l'autre côté, eh bien, les statistiques qui viennent se mettre en face. Donc, c'est une guerre, au final, avec peu de morts, au risque de choquer. Je suis désolé, mais c'est une réflexion que je pose. Avec toutes les mesures qui sont prises, si jamais ce virus était grandement mortel, c'est contagieux, et s'il était très grandement mortel pour les jeunes, quelles mesures supplémentaires on pourrait prendre? C'est une question qu'on peut se poser. Moi aussi, je trouve que c'est deux mondes qui ne cohabitent pas bien ensemble. Encore une fois, c'est deux réalités. Celle qui est projetée, 400 000 morts pour le deuxième confinement, et là, les hôpitaux sont vides et les services d'urgence sont vides. L'autre réalité, c'est celle des médias aussi. Il y a des morts partout, tout le temps, à tout moment. La mort nous guette. Tout le monde peut mourir, chacun. Tout le monde peut être touché. Et lorsqu'on regarde les chiffres, eh bien, on se rend compte que la moyenne d'âge pour les décès approche 80 ans et que parmi les morts, 80% des morts avaient une espérance de vie de moins d'1 an. Donc là aussi, c'est pas n'importe qui décède, c'est dramatique, un mort est un mort, mais ce n'est pas tout le monde, le danger ne guette pas au coin de la rue, de la même façon que le Québec a fourni ses chiffres hier par rapport à la première vague, entre guillemets. Sur les 5000 victimes de la Covid 2019, eh bien 97% de ces gens avaient des conditions médicales préexistantes, donc c'est-à-dire la comorbidité. Et donc pour en revenir aux chiffres, je me base sur ceux de l'Institut Pasteur, puisque d'un côté, donc la terreur médiatique, et de l'autre côté, le réel médical, donc de l'Institut Pasteur. Chez les moins de 20 ans, c'est contaminé. Donc, les moins de 20 ans testés positifs, 0,001% de taux de mortalité. Pour les 30-40 ans, c'est 0,02%. Et pour les 50-60 ans, 0,2%. Et ensuite, ça monte à 5% et plus à 80 ans. Donc, encore une fois, est-ce que ça correspond, on va dire, à la narration médiatique qui existe depuis 10 mois? Est-ce que ça colle au réel entre le fait qu'il y ait moins de morts cette année que l'année dernière et entre le fait que de dire, eh bien, il faut que tout le monde se protège, tout le monde peut être touché. C'est vrai que tout le monde peut être testé positif, mais, par exemple, pour quelqu'un qui a en dessous de 20 ans, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le confiner s'il a 0,001% de chance de décéder s'il est testé positif? C'est une question qu'on peut se poser, mais là aussi, je trouve que c'est deux mondes qui cohabitent très mal ensemble. Ces deux réalités aujourd'hui qui sont difficilement conciliables parce que chacun d'entre nous a pris fait pour une réalité ou une autre. Et puis cette terreur et cette privation de liberté pour 100% des gens, alors qu'on pourrait avoir un autre point de vue, eh bien, elle n'est plus entendable pour grand monde, en définitive. Et donc là, il faudrait aller chercher de l'information. Et d'à côté, on va avoir les gens qui vont chercher dans les médias mainstream, qui vont chercher ou alors qui se laissent proposer de l'information. Et puis, d'autres personnes qui vont aller faire l'effort de chercher. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est imaginons qu'il n'y aurait pas Internet pour s'informer et rester en lien. Qu'est-ce qu'on percevrait de cette crise? Et la question à l'inverse, c'est imaginons qu'il n'y ait pas les médias. Qu'est-ce qu'on percevait de cette crise? Là, j'aurais envie de laisser un silence pour qu'on réfléchisse.
mais on va enchaîner. Mais pour moi, imaginons que vous ayez des discussions animées pendant les fêtes, ce que je ne doute pas, eh bien, il faudrait poser cette question. Imagine que tu n'aies pas la télé, les journaux et la radio. Qu'est-ce que tu percevrais, toi, depuis 10 mois de cette crise autour de toi? Par rapport à centaines de personnes et possiblement des milliers de personnes avec qui tu peux être en interaction indirecte par rapport aux centaines de personnes que tu connais, qu'est-ce que tu percevrais de cette crise-là? Et à l'inverse, si tu ne pouvais pas utiliser Internet pour rester en lien, être informé, quelle serait ton évaluation? Je pense que déjà ces deux questions-là nous amènent à constater qu'il y a vraiment une scission énorme et quasiment irréversible. Et cette irréversibilité-là, elle nous amène enfin à cette loi déposée hier soir par Jean Castex, qui permettrait d'interdire aux personnes qui ne subissent pas d'immunité artificielle, pour paraphraser Louis Fouché, moi j'appelle ça des injections, eh bien on ne pourrait pas, entre guillemets, se déplacer, on ne pourrait pas, entre guillemets, accéder aux moyens de transport, on ne pourrait pas, entre guillemets, accéder à certains lieux, et on ne pourrait pas, entre guillemets, accéder ou exercer certaines activités si on ne recevait pas ces traitements. C'est le projet de loi numéro 3714 qui institue un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Alors, pérenne, ça veut dire constant, c'est-à-dire urgence sanitaire permanente avec des citoyens de première et de deuxième zone. Les premières zones ayant ceux qui reçoivent les traitements pouvant bien faire des activités et les autres n'y ayant pas droit. Donc c'est différentes mesures que je vous invite à lire. Hein. Vous avez le lien, je mettrai le lien du décret. Et puis donc c'est avec des obligations pour des personnes, des catégories de personnes concernées. Et bien quand on crée une scission dans la population avec des mesures d'interdiction, ça s'appelle un apartheid. Un apartheid, dans la définition du dictionnaire, c'est de la discrimination, voire l'exclusion d'une partie de la population qui ne dispose pas des mêmes droits, des lieux d'habitation, des emplois que le reste de la collectivité. Et bien ça serait ça, puisque aussi on envisage des mises en quarantaine de 7 à 14 jours pour les personnes infectées. Typiquement, c'est une mise à mort de la liberté eh bien déjà de vivre son souhait, de respecter son corps. Et ce projet de loi aurait dû faire un tollé, aurait dû faire la une des médias, aurait dû être dans la bouche de chaque Français. Or, ça a été très mou. Alors, heureusement qu'il y a eu mobilisation, au moins sur le net et par certaines associations qui s'étaient créées préalablement. Mais on va dire, il y a peu de comités de médecins. Les partis politiques, ça a été une atonie totale, alors qu'en fait, ce décret prévoit la fin de la démocratie et institue un système totalitaire où on dit qui est un bon citoyen, qui a le droit de faire ça, et qui a le droit de disposer de son corps, et d'autres non. Il y a eu quand même un grand silence qui est très révélateur, donc ça va générer une nouvelle fracture, notamment avec la confiance qu'on peut accorder à nos élus, puisqu'il n'y a pas eu, ça aurait dû être un tollé à l'Assemblée nationale, un tollé au Sénat, même une scission dans le gouvernement, puisque c'est une mesure qui n'est pas neutre, surtout si elle vise à être pérenne, c'est-à-dire dès l'instant qu'il y aura le moindre virus, pourquoi on se privait de ne pas l'activer? Eh bien, cette loi, selon comme chacun l'a reçue, elle va scinder la population française en deux parties qui, de mon point de vue, pour le moment, je souhaite me tromper, mais pour le moment sont irréconciliables. Et encore une fois, je pense que les discussions animées de cette fin d'année, en famille, même si elles seront restreintes à 6 personnes et jusqu'à 20 heures, eh bien, elles risquent quand même d'être animées. Et donc, ces deux parties de la population, il va y avoir une partie qui va être pro-mesures sanitaires, qui va être en accord intellectuellement avec le scientisme ambiant, c'est-à-dire la nouvelle religion dominante depuis 10 mois, mais en fait depuis quelques années. Et cette partie de la population va abdiquer devant le libre arbitre qui lui est proposé et devant l'info indépendante. Et on va devenir adepte d'une idéologie basée sur la peur. Et cette partie de la population va espérer une sortie de la crise par l'interventionnisme extérieur, médical, sanitaire. Faire confiance à une science dont on ne sait pas si elle a des conflits d'intérêts, mais peu importe, je dirais. Peu importe les preuves, peu importe les moyens, on veut arrêter de se priver, on veut arrêter de souffrir, on veut arrêter de subir, on veut arrêter d'être frustré. Et donc on est prêt à abandonner ses libertés, on est prêt à abandonner ses droits pour cela. On est prêt à accepter une forme de terreur, et peu importe s'il n'y a plus de convivialité, peu importe s'il y a de liberté d'expression ou d'opinion, peu importe s'il n'y a plus de liberté de s'exprimer, peu importe si une grande partie de la population est mise sur le côté, mise à mal, et s'il y a une ségrégation, peu importe.
cette partie-là de la population, sans jugement, hein, c'est un constat qu'on peut observer, je pense que chacun peut le faire, eh ben, c'est une forme de pilotage automatique, d'hypnose, d'acceptation du mensonge de l'État, parce que non-acceptation du réel, sans doute par protection, parce que c'est trop violent. Je renvoie une vidéo que j'avais faite qui s'appelle La naïveté nous tuera-t-elle ? Eh bien là, c'est un peu ça qui se passe, c'est-à-dire d'être trop naïf, d'avoir trop fait confiance, ou de s'être abandonné, d'avoir abandonné son libre droit de réfléchir, son autonomie. Eh bien, ça peut amener à un système totalitaire, et puis on va le légitimer, et on va même le défendre, puisque en fait, on va aller jusqu'au bout, et on ne va pas se remettre en question, parce que là aussi, c'est nous-mêmes qui nous scinderions en deux, et on est prêt à faire comme le recommande l'affectiologue Enrico Casalino, à dénoncer son voisin, et ben parce qu'il va recevoir des gens, parce qu'il peut être risque. Donc on va être à l'aise avec la délation, la surveillance généralisée, par drone, par des chiens robotisés, par des caméras de tous les côtés, parce que ça va nous rassurer. Et puis si on peut retrouver une liberté, comme ça, hein, mais une liberté quand même, eh bien on est prêt à accepter ça. Et on est prêt à accepter aussi que dans les médias, eh bien, certains faits réels, comme rapporté par Ouest France à Valenciennes, eh bien, un retraité a tenté de poignarder à la carotide un adolescent qui ne portait pas son masque. Voilà, parce que ben, c'est la faute de l'ado. Hein. Bon, il a beau pas être vecteur, pas être porteur, peu importe, c'est un danger. Et donc, moi, je suis prêt à ce que cet adolescent soit enfermé pour mon confort à moi. Je ne vais plus avoir une relation fraternelle, empathique au monde. Je vais penser à moi, mon confort, ma frustration, et à vivre. Et bien de l'autre côté, de cette population, il y a une deuxième partie qui va être composée d'opposants à cela, qui vont être contre cette politique sanitaire, contre la validité des interventions non vérifiées de personnes dans les médias qui auront des conflits d'intérêts, contre des journalistes qui appartiendront à des groupes qui ont des actions dans certains laboratoires. Ils vont être contre aussi ces citoyens, eh bien, contre des tests qui ne sont pas prouvés, dont l'inventeur avait dit qu'ils ne devaient pas être testés contre des virus. Ils vont être contre certaines thérapies comme des injections pour lesquelles il n'y a pas d'études contradictoires, où les seules analyses proviennent des laboratoires producteurs, où il n'y a pas de recul, où il n'y a pas d'effets secondaires, où les effets secondaires ne seront pas portés par les labos, mais par l'État lui-même, donc c'est-à-dire par son propre argent. Et puis ces personnes se documentent beaucoup, parfois dans tous les sens, c'est vrai. Mais en tout cas, elles vont chercher ailleurs. Il y a un aspect plus réel à vouloir regarder le quotidien objectivement, ce qui est douloureux, et puis à voir, observer, à constater la destruction des libertés individuelles, de voir la liberté d'opinion détruite, comme on le voit pour les médecins, comme on le voit pour les humoristes, pour les journalistes. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, elle est quasiment bouclée parce que j'ai essayé d'être très factuel. Et puis cette partie de la population-là ne veut pas marchander sa liberté de circulation, sa liberté d'opinion et sa liberté d'avenir pour elle et pour ses enfants. Cette partie de la population-là dénonce la manipulation et prône comme valeur la liberté et le respect. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que quand on énonce, quand on présente, peut-être pas de manière exhaustive, mais en tout cas ces deux parties de la population, on se rend compte qu'il y a trop d'éloignement, trop de distance, il y a un vrai schisme, que ça devient épidermique et que c'est l'incompréhension qui demeure. Là, j'étais allé faire 2-3 courses de Noël, je sors jamais de chez moi, j'ai eu l'outrecuidance criminelle d'avoir un temps mis mon masque sous le nez. Dans la file d'attente, j'étais dans un magasin de culture, j'achetais un dictionnaire pour mon fils de 7 ans. Donc, dans un endroit de la culture, on se dit, tiens, ça va peut-être être un peu... Ben non, là, tout le monde autour de moi m'invectivait. Une personne dit, moi je travaille à l'hôpital, je vois des gens mourir tous les jours, sous-entendu, c'est de la faute de gens comme vous. La caissière ne voulait pas encaisser mon chèque et personne de la sécurité est venu pour me sortir. Le masque était là. Eh bien, je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas excessif comme comportement ? Nul doute que dans leur tête, j'étais dangereux, j'étais irresponsable, inconscient, et que je n'avais droit qu'au mépris, et sans doute qu'on aurait pu facilement me dire c'est quelqu'un de dangereux. Oui, il faut l'isoler, il faut en finir avec cette personne-là. Bon, eh bien, je peux être un traître, je peux être un dangereux irresponsable, c'est vrai. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui vont dire
Ce sont des pigeons, ce sont des moutons, ce sont des collabos, ce sont des traîtres, ce sont des délateurs. Et puis de l'autre, on dira ce sont des rassuristes, ce sont des complotistes. Comment c'est possible de réunir ces deux mondes-là? Impossible. Impossible pour le moment, c'est foncièrement impossible. Donc, cette proposition de loi, pour lesquelles beaucoup de personnes, de nos concitoyens, adhèrent en disant oui, c'est bon, une fois qu'il y aura ce traitement-là, on pourra revivre comme avant, en oubliant de dire que toutes les précautions avaient été dites, même avec le traitement, il y aura les masques, il y aura la distanciation sociale, et que vous pourrez être malade et vous pourrez même transmettre. À se demander à quoi ça sert au final, mais une partie de la population est prête à tout accepter, y compris l'immoralité envers ses concitoyens, pour en finir. Et c'est là où, justement, ça va être compliqué, parce qu'en finir pour l'autre partie de la population, c'est en finir avec une forme d'establishment, une forme de totalitarisme idéologique et sanitaire, et donc ça semble définitif, c'est-à-dire que la cible pour les uns est le mauvais citoyen qui ne voudra pas prendre le traitement ou qui ne va dire autre chose que la doxa, et donc pour l'autre partie de la population, on va dire la cible à combattre quelque part, c'est plutôt les instances dirigeantes. Donc ces deux groupes qui n'ont plus rien à voir, qui habitent le même pays, qui sont dans les mêmes rues, qui sont parfois dans les mêmes familles, mais ces deux lignes qui va être très difficile à faire bouger. Le système de passeport va permettre définitivement de marquer ces deux parties de la population avec les bons citoyens d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est une société duale vers laquelle on risque de se diriger, qui ne se fréquentera plus, qui ne se mêlera plus, avec des points, des crédits sans doute. Un groupe sera bon et récompensé, et l'autre sera dangereux, nuisible, privé de ses droits, et sans doute puni, au moins socialement, et peut-être autrement plus tard. Et dans cette volonté, évidemment, il n'y a plus de retour en arrière. Il y aura les stigmatisés, les marginalisés, avec un séparatisme mortifère, évidemment, et un avenir peu confiant, qui ne sera pas basé sur la liberté, ni sur la fraternité. Alors je dirais que la seule question morale qui devrait nous habiter en cette fin d'année, puis les bons vœux et les bons souhaits qu'on pourrait faire pour la prochaine, eh bien, ça serait de nous dire, nous, personnellement, intimement, ou de poser la question aux autres, en ayant présenté ces deux parties de la population, à laquelle avons-nous envie d'appartenir? Laquelle allons-nous nourrir? Vers laquelle allons-nous nous tourner? Eh bien ça, c'est une question fondamentale, c'est une question qui est propre à notre conscience, qui est finalement très spirituelle, parce que c'est le devenir de l'humanité qu'il y a derrière. Évidemment, ça dépasse notre petite condition, ça dépasse même celle de nos enfants, puisque nous sommes dans une crise systémique globale qui est économique, comme on l'a vu, qui est sociale, comme on l'a vu, qui est sanitaire aussi, comme on l'a présenté. Et donc je finis en disant que pour moi, c'est une crise de conscience et une crise spirituelle. Et donc ce choix-là, nous sommes fondamentalement convoqués à l'exercer. On ne peut plus passer à côté, on a pu botter en touche pendant quelques semaines, peut-être quelques mois pour certains. Mais là, entre la dérive annoncée de ce passeport sanitaire, de ce passeport pour la vie, de cet apartheid annoncé, eh bien c'est l'avenir de l'humanité qui se joue quelque part, au moins l'avenir à court terme, avec une société à deux vitesses, des citoyens à deux vitesses. Donc allons-nous être dans la liberté? Allons-nous être dans l'égalité des humains? Allons-nous être dans la fraternité pour s'accepter? En gros, est-ce que notre pays peut avoir une devise? Est-ce que notre pays peut encore être une république? C'est pas une question ou une formule, c'est là, tout de suite, immédiat. Est-ce qu'on veut incarner des valeurs de respect et de fraternité? Pour ma part, le choix est évidemment fait. Je ne ferai aucune concession en ce qui concerne la liberté, ni la mienne, ni même celle de mes concitoyens. Il n'y aura pas de concession aussi sur mon souhait d'humain de vivre dans la fraternité. Et il n'y aura aucune concession dans le fait que chaque chose doit être nourrie et enrichie à travers un mot qui devrait résonner pour chacun et entendu dans la bouche de personnes qui prennent des décisions pour nous. Et bien ce mot-là, c'est simplement l'amour.